Alors, toutes les observations et les potentialités décrites par les parents ce matin sont essentielles pour conforter par leur travail l'équipe de professionnels, au même titre que les données plus théoriques, mais tellement en relation avec nos pratiques exposées par le professeur Vallée et par Yannick Courtois. Mais comment bien identifier objectivement toutes ces capacités et proposer des activités en cohérence, sans les surévaluer ou ni les sous-estimer? L'objectif étant de permettre à la personne de progresser et de continuer tout le long de sa vie à accéder à des apprentissages adéquats. Pour réussir ce challenge, Régine Sell, professeure de psychopathologie, psycholinguiste, a créé un outil, l'ECP, évaluation, cognition, polyhandicap, qui permet d'évaluer l'état cognitif de façon objective et en concertation avec les familles et les professionnels. Merci d'être présente à ce visio-colloque et nous honorer de votre présence. Merci Régine Sell. Bien. Eh bien, bonjour. Un grand merci de m'avoir invité. Je salue aussi votre courage d'avoir pas renoncé et d'avoir organisé. Pour moi-même, avoir organisé un colloque dans ces conditions-là, je sais que ça n'est pas facile. Donc, bravo aux organisateurs et bravo aussi alors à la manière dont vous avez conçu le programme, parce que mon intervention s'inscrit totalement dans la poursuite et le développement de ce qui a été dit ce matin. Donc, je trouve que vous avez conçu le programme d'une manière extrêmement intéressante pour moi. Et l'autre point, je suis très bavarde, donc ceux qui me connaissent le savent, et je contrôle mal le temps qui me reste. Donc, je ne me vexe pas du tout quand on me dit d'arrêter. Donc, si vous me dites 5 minutes avant et j'accélère. Avant de commencer, je voudrais reprendre 7 mots qui ont été utilisés ce matin et qui sont totalement, mais vraiment totalement au fondement de la création de l'ECP. Alors, l'ECP est un outil conçu pour les personnes, enfants, adolescents ou adultes, pour lequel les tests ordinaires ne conviennent pas pour des raisons de déficit sensoriel, cognitif, moteur divers. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et les mots-clés, le premier mot-clé, c'est le plaisir. L'ECP a été vraiment conçu pour permettre à des professionnels, à des parents, de pouvoir parler ensemble, mais aussi dans le plaisir, de la manière dont l'enfant, l'adolescent ou l'adulte vit, comment il communique, ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, mais ça dans un plaisir de la découverte commune. Et donc le mot plaisir a été utilisé ce matin et je pense que c'est quelque chose de très important dans le domaine du polyhandicap. On oublie souvent qu'on apprend mieux quand on est content, on apprend mieux quand on a plaisir à apprendre et on apprend mieux quand celui qui est avec nous a plaisir à être avec nous. Donc le plaisir, et on a parlé des émotions ce matin. Le deuxième point, la question de la surprise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important et pour lequel aussi on a beaucoup travaillé sur le CP. C'est-à-dire de poser des questions qui peuvent surprendre et qui peuvent nous amener à observer quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et ça, dans les retours que nous avons des professionnels et des parents, c'est quelque chose de très important. Tiens, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Et donc, ça relance le désir de comprendre. Le troisième point, c'est la question du changement. Et je trouve que dans le polyhandicap, c'est quelque chose de très, très, très important. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Bullinger, comme Geneviève Petitpierre qui a été citée ce matin. Et Geneviève a beaucoup souligné ça, que souvent dans le polyhandicap, on pouvait être dans quelque chose d'un peu fixé, d'un peu routinier, voire même d'éviter le changement pour ne pas les perturber. Or, le changement est facteur de surprise et de plaisir. Et je trouve que l'épisode
de la piscine qu'on a vu ce matin est très, très intéressant. Hein, donc, faut pas. Et le CP vise aussi à ouvrir des questions qui pourraient susciter évidemment des idées de propositions autres à faire auxquelles on n'avait pas pensé. Le quatrième point qui a été évoqué sur une question ce matin, la question de l'observation. Eh bien, dans le polyhandicap, l'outil qui reste l'outil roi pour l'évaluation, c'est l'observation. C'est absolument évident, l'observation clinique. Alors, je dois dire que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas d'orientation cognitive, je ne suis pas spécialiste des outils et pas non plus spécialiste de l'intelligence. Je suis une clinicienne et c'est comme clinicienne où j'ai eu le désir de créer un outil de partage d'observation qui est le CP. Le CP n'est pas autre chose qu'un outil de partage d'observation validé scientifiquement, donc qui permet d'avoir un certain nombre de questionnements communs. L'autre point, c'est la question du temps. Et le CP est un outil qui peut être utilisé plusieurs fois, à plusieurs moments. On n'est pas pressé. Il n'y a pas des temps où il faut l'utiliser. Il doit être utilisé quand on se pose une question. Et j'ai bien aimé le témoignage du papa expliquant les 3 temps d'évaluation de son enfant, hein, qui effectivement est assez… L'autre point, et ça c'est en écho à la conférence de Yannick Courbois, évaluer un enfant, un adolescent, un adulte handicapé, pour moi, ne peut se faire qu'une évaluation par rapport à lui-même. Et beaucoup, enfin des parents qui ont témoigné l'ont dit, c'est-à-dire que nous n'avons pas, le CP n'est pas sur un modèle normatif, mais sur un modèle qu'est-ce que fait l'enfant et qu'est-ce qu'il fait un peu plus tard et comment il le fait, comment il le vit. C'est-à-dire on compare l'enfant par rapport à lui-même et pas par rapport à une norme. Voilà, donc on va maintenant lancer le PowerPoint, hein, donc c'est bon. Donc je vais vous présenter le sujet, mais avec une introduction sur les spécificités des évaluations cognitives du polyhandicap. Diapo suivante. Alors ça, je vais aller très vite, hein, donc juste pour vous dire que j'ai construit et validé cet outil, mais avec une équipe de chercheurs. Et diapo suivante. Et pour moi, cette diapo, alors c'est bizarre, la diapo, elle est un peu mangée. Je voulais vous dire que notre équipe, c'est aussi une équipe de psychologues. Donc, vous voyez qu'on a été en contact avec 160 psychologues en contact et 103 qui ont effectivement travaillé avec nous sur la validation. Et je pense que tous les outils qui concernent le polyhandicap doivent se faire avec la collaboration des professionnels de terrain et des familles. En tout, alors c'est mangé un peu en bas, donc nous avons eu en tout 72 cas pour valider l'outil, des enfants, des adolescents et des adultes. Donc pour moi, l'équipe de recherche, ce n'est pas que les chercheurs, c'est aussi les professionnels et les parents qui ont participé à cette validation. Alors ça, c'est très, très important parce que les professionnels et les parents n'ont pas fait que accepter que leur enfant ou que les personnes avec lesquelles ils travaillent testent. Ils ont aussi critiqué. Ils ont dit cet item-là, il est mal rédigé, celui-là, je vois pas pourquoi il est là, et vous avez oublié cet item-là. Donc, ils n'ont pas participé que à la passation, mais aussi à la construction de l'outil. Et ça, j'y reviendrai en toute fin de conférence. Diapo suivante.
Alors, vous voyez qu'on a eu 111 établissements concernés, donc des CESA, des IME, des MAS et des centres hospitaliers. Donc, vous voyez que cet outil a été utilisé à différents âges et à partir de différents lieux où les enfants, les adultes et les adolescents étaient accueillis. Diapo suivante. Alors, le fil rouge de cet outil. Premier fil rouge, comprendre mieux les compétences cognitives de la personne. Alors, vous voyez que moi, je ne parle pas d'intelligence, je parle de compétences au pluriel, cognitives au pluriel. Parce que, et je crois que les conférences de ce matin nous ont bien montré que la cognition, ça n'est pas que l'intelligence qui sert à l'école, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc, nous, ce qu'on voulait dans cet outil, c'était de comprendre toutes les compétences cognitives au pluriel. Avec évidemment un aspect extrêmement central, mais que Madame Prunel connaît encore mieux que moi, qui est la question de la communication. Puisque dans l'évaluation cognitive, et Yannick Courbois l'a un peu évoqué ce matin, comment savoir ce que la personne répond à une question qu'on lui pose. Comment peut-on savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle comprend? C'est-à-dire que il apparaît avec ces personnes que il peut y avoir un dialogue, ce qu'on appelle un dialogue intime, avec le père, avec la mère, avec le frère, avec la sœur, et encore un autre avec l'éducateur. C'est-à-dire que tout le monde ne comprend pas de la même manière les modalités de communication. Je précise que je suis en train de parler de personnes qui n'ont pas de communication orale univoque. Hein. On a eu une conférence à Nanterre tout à fait passionnante sur un projet qui s'appelle Polyscole, où on a vu une vidéo et il y avait une jeune fille qui tirait la langue. Et l'éducatrice interprète, elle tire la langue, c'est qu'elle s'ennuie et elle prend la jeune fille et elle la sort du groupe. Et la maman qui était là dit, mais non, pas du tout, quand elle tire la langue comme ça, c'est qu'elle a soif. Alors, qui sait si cette jeune fille voulait dire j'ai soif ou voulait dire j'en ai marre? Donc, vous voyez qu'il y a quand même un enjeu extrêmement important parce que pour évaluer les compétences cognitives de la personne, il faut l'observer finement, mais il faut aussi qu'elle puisse nous dire quelque chose de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle souhaite et évidemment de ce qu'elle comprend. Donc, ça veut dire quoi ce que je viens de dire? C'est que ça suppose de prendre en compte le contexte de vie de la personne. Pour moi, il n'y a pas d'évaluation des compétences cognitives possibles par une seule personne quand il s'agit de la personne polyhandicapée. La psychologue toute seule ne peut pas évaluer les compétences cognitives parce que ça suppose forcément de prendre le contexte de vie de la personne et ça suppose forcément de prendre en compte qu'avec chacune des personnes avec lesquelles elle est en contact à la maison, les frères et sœurs, les parents et dans l'institution, eh bien avec chacune de ces personnes, finalement, elle développe un certain mode d'être au monde, de faire avec le monde qui sera différent. C'est pas d'ailleurs très différent pour l'enfant tout venant qui peut très bien manger tout seul à la cantine et demander à maman le soir de la faire manger. Donc c'est pas forcément extraordinaire. Le troisième point, c'est relancer, entretenir le désir des proches pour la vie psychique, intellectuelle de ces personnes. Et ça, c'est totalement en résonance avec les questions qui ont été posées ce matin. Est-ce qu'on peut apprendre tout au long de la vie? Eh bien oui, on peut apprendre tout au long de la vie. Et oui, on peut tout au long de la vie développer des compétences. Et donc, il faut lutter puisque ce sont des personnes qui ont des compétences petites, fines, qu'il faut savoir observer
Et donc, souvent, on finit par se décourager parce qu'on ne voit plus rien. Et on se lance dans quelque chose d'une espèce de routine dans lequel il y a plus de changement, peu de plaisir et peu de surprise. Donc, l'idée de cet outil d'observation commun, c'est de relancer le désir, le plaisir de parler de qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il m'a montré, qu'est-ce qu'il vous a montré à vous, ah bon, comment ça se fait, etc. Donc ça pour nous c'est quelque chose de très important et dans le bilan qu'on a fait de l'utilisation de l'ECP, eh bien en tous les cas les professionnels soulignaient le fait que utiliser cette grille avait relancé le désir d'observation et quand on observe, en général, on trouve des choses. Hein, c'est ça qui est intéressant. Alors, le médecin ce matin disait que quand on fait un IRM, il faut poser une question à propos de l'IRM, sinon, alors, en clinique, c'est un petit peu, c'est aussi vrai puisque notre objectif est de détecter les compétences cognitives, mais en même temps, il faut rester très, très ouvert à l'inattendu. Et je pense que les témoignages des parents ce matin nous ont bien montré l'inattendu. Et donc, oui, il faut savoir ce que l'on cherche, mais en restant extrêmement ouvert. Et puis, dernier point très, très important, et on a vraiment eu le souci dans cet outil de ne pas explorer que les déficiences diverses et sévères, mais d'explorer l'ensemble des compétences au pluriel, cognitives au pluriel. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, évidemment, et je ne vais pas m'attarder ici puisque tous les participants connaissent parfaitement cette population, une des particularités quand même, c'est la dépendance totale, et c'est de ces personnes-là dont je parle aujourd'hui, hein, et pour lequel le CP a été pensé. La dépendance totale aux proches fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'évaluation cognitive ne peut pas se faire tout seul. On doit prendre en compte les proches. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Personne ne peut dire qu'il connaît totalement la personne polyhandicapée, et heureusement pour elle. Et donc, ça veut dire que le professionnel a besoin d'écouter les parents, que les parents ont besoin d'écouter les professionnels, parce que chacun d'eux a une connaissance partielle de la personne polyhandicapée. Et évidemment, le troisième point, mais qui a été largement évoqué ce matin, l'évaluation des compétences cognitives au pluriel doit évidemment tenir compte des conditions matérielles d'installation, d'aide humaine, de bruit, de temporalité, parce que la personne polyhandicapée est extrêmement dépendante de son environnement humain, mais aussi des conditions matérielles, mais ça a déjà été dit ce matin. Diapo suivante. Alors, l'autre point qui est important, alors évidemment, les parents diront que c'est moins vrai pour eux, parce qu'ils connaissent parfaitement leur enfant, mais on a des véritables difficultés d'identification, et pas il y a une faute d'orthographe, d'identification à ces personnes. C'est-à-dire que enfin, moi, je n'ai pas grandi dans un corps de personnes polyhandicapées. Et je pense que, je le vois par exemple, je pense pas, je suis sûre, j'accueille évidemment des stagiaires hein, dans ma pratique professionnelle de psychologue clinicienne, et je vois bien que les psychologues stagiaires, elles ont mal pour les personnes polyhandicapées. Je me rappelle d'une petite fille qui était bien toute tordue sur le tapis, et la stagiaire me dit mais c'est insupportable, faut pas la laisser comme ça, elle doit avoir mal. Or c'était comme ça qu'elle était bien pour pouvoir lancer des objets. Donc
y a quelque chose d'une difficulté à nous identifier à ces personnes. Alors, les personnes qui les connaissent bien finissent par être attentifs à ça, par reconnaître ça, mais c'est pas si facile que ça, puisque notre expérience personnelle de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte ne nous a pas préparés à cela. Et je rebondis un peu sur ce qu'a dit Yannick par rapport au modèle piagétien. Je pense que cette population-là est très intéressante parce que moi, je suis persuadée, mais c'est pas ma spécialité, mais que la manière dont ces personnes apprennent, la manière dont elles développent leurs compétences cognitives ne suit pas forcément le même chemin que dans un cerveau non lésé. Et je pense qu'elles ont des choses à nous apprendre sur les compétences cognitives du tout venant, parce qu'elles prennent parfois des chemins qui ne sont pas ceux qu'on trouve chez des enfants, des ados, des adultes tout venant. Diapo suivante. Alors, évidemment, moi, je me réjouis que le psychologue et le polyhandicap en 2020 soient convoqués pour s'intéresser à la personne polyhandicapée. Quand moi j'ai commencé, il y a de ça un certain temps, quand on m'a accueilli, on m'a dit bah, ton boulot, ça sera surtout avec les familles et les professionnels parce que les personnes polyhandicapées, elles parlent pas, elles sont très déficientes, donc je vois pas bien ce que le psychologue pourrait faire. On n'en est plus du tout là et je m'en réjouis puisque aujourd'hui, on a une reconnaissance d'une part de l'existence d'une souffrance psychique, mais là, on a vraiment un gros travail à faire. Une reconnaissance des incapacités d'apprentissage tout au long de la vie, et ce colloque en est un témoignage, et évidemment la nécessité d'une évaluation cognitive pour guider et évaluer les interventions. Ça, je pense qu'il faut le dire parce que on n'est pas en 2020 dans la même situation qu'on était, et merci aux associations, merci à toutes les personnes qui se sont beaucoup mobilisées pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Diapo suivante. Alors, pour autant, c'est pas si facile d'évaluer parce que, et je vais aller très vite là, ça a été dit ce matin, bah, les outils d'évaluation classiques ne conviennent pas ou conviennent très mal à cause des troubles moteurs, sensoriels et de la déficience sévère. Diapo suivante, ça a été déjà dit ce matin. Alors, quand on n'a pas d'outils, eh bien, il y a deux risques majeurs. On utilise les tests qui existent, mais un petit bout des tests, pas tout à fait utilisés de la manière préconisée. On modifie l'étalonnage, on tient plus compte de l'âge. Enfin, on bricole sur des tests existants, ce qui fait que le résultat, on ne sait pas bien quelle est sa robustesse et quelle est son... Voilà, et dans les communications internationales, c'est absolument inutilisable. Ou alors, et c'est ce que font la majorité des gens, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent là aujourd'hui ont fait ce qu'on appelle des outils maison. Alors, ils sont souvent très utiles. Ils mobilisent, je dirais, le désir des professionnels. Ils sont souvent d'excellente qualité, sauf qu'ils sont maison. Donc, ils sont peu communiqués. Les résultats sont peu communicables. Donc, ils ont une grande valeur hein, et souvent, ils sont d'une grande pertinence, mais ils restent dans la maison. Ce qui, pour le polyhandicap, est un peu dommage parce que ça permet pas bien la communication entre professionnels et surtout au niveau international. Donc, pas seulement pour les chercheurs, mais je vois parfois des professionnels qui ont mis 2-3 ans à mettre au point un outil maison, mais ils l'utilisaient que dans la maison. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Donc, ça, c'est deux risques importants. Diapo suivante.
Alors, il me reste combien de temps? Il reste une demi-heure. Ah, donc c'est bien. Donc, je vais passer à la… parce que c'est important quand même que vous ayez une idée de ce que la littérature internationale dit sur ce thème évaluation cognitive et polyhandicap. Diapo suivante. Alors, vous voyez quand même, comme moi, donc on a fait une revue de littérature avec des mots-clés en français et en anglais, hein, comme de façon tout à fait classique. Et vous voyez quand même qu'il y a eu un pic en 2007, mais c'est un pic un peu artificiel parce qu'il y a eu un livre collectif qui est paru sur cette question. Donc c'est un pic qui est un peu artificiel. Mais vous voyez quand même que cette thématique, que ce soit en France ou à l'international, a quand même très très peu de publications. Alors je souligne pour pas que nous avons vraiment ciblé sur le polyhandicap, entre guillemets, le vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris, par exemple, l'infirmité motrice cérébrale et évaluation cognitive. On n'a pas pris trisomie 21 et évaluation cognitive. On a vraiment sélectionné les résumés en ne sélectionnant que ceux qui traitaient spécifiquement des personnes polyhandicapées et en particulier on a veillé à ce que la population considérée n'ait pas de langage oral communicatif fonctionnel. Diapo suivante. Alors, les conclusions de la revue de littérature. De façon très intéressante, on a un certain nombre de chercheurs qui ont créé un outil, qui l'ont validé, donc on fait tout bien comme il faut, sauf qu'on ne sait pas après comment il est utilisé, qui l'a utilisé, avec quel effet. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important puisque seules 5 publications analysent la manière dont les outils sont utilisés, quels sont leurs effets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs créent des outils, que pour ça, ils font tout bien comme il faut, comme un chercheur fait, mais qu'après, il n'y a pas le retour du terrain qui nous dit voilà, ça nous a été utile à ça, ça a permis ça, voire même des publications scientifiques qui utiliseraient cet outil. Donc on a un peu l'impression qu'on crée des outils, mais que le service après-vente, pour parler de façon un peu vulgaire, n'est pas vraiment assuré. Et en particulier, on manque dans ces publications du retour du terrain. Alors, beaucoup d'auteurs, pour créer leur outil, se sont basés sur les outils existants en prenant une petite partie. Hein, donc, la petite partie qui ne nécessitait pas de compétences motrices en particulier, voire visuelles pour certains. Et donc, ils ont pris des petits bouts pour pouvoir créer leur outil. Ce qui nous intéresse le plus et sur lequel l'ECP ne fait pas, enfin, c'est sur ça qu'on s'est basé, les méthodologies utilisées pour les outils d'évaluation cognitive dans le champ du polyhandicap se basent toutes sur des observations directes ou indirectes. Donc, observation directe, je regarde la personne en train de manipuler. Ça, c'est de l'observation directe. C'est par exemple ce que fait beaucoup l'équipe de Geneviève Petitpierre. L'observation indirecte, c'est qu'on demande aux professionnels et aux parents est-ce que vous
avez observé qu'il regarde particulièrement les photos de la famille par rapport à des photos autres, par exemple. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de se souvenir d'un certain nombre de choses concernant la personne. Donc, toutes les méthodologies utilisent l'observation directe et indirecte, et le CP utilise l'observation directe et indirecte. Ensuite, tous les outils utilisent ce qu'on appelle une perspective dynamique et pas normative. C'est ce que j'ai évoqué en début, c'est-à-dire on ne peut pas, ça n'a aucun sens et aucune utilité, surtout, d'évaluer la personne polyhandicapée par rapport à une norme des enfants, des adolescents, des adultes tout venant. Ça a été dit ce matin, dire qu'un enfant de 14 ans a un développement équivalent à celui d'un 8 mois, c'est une ineptie du point de vue, de tout point de vue, cognitif, affectif, émotionnel, tout ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est vraiment, est-ce que cette personne progresse, évolue, est-ce que sa manière d'apprendre change, est-ce qu'elle nous propose d'autres canaux pour qu'on puisse lui proposer des choses dont elle pourra se servir. Et aussi, évidemment, pour moi, la cognition, enfin les compétences cognitives au pluriel, j'insiste beaucoup, sont extrêmement liées au développement psycho-affectif de la personne polyhandicapée. Hein, c'est-à-dire que les personnes polyhandicapées ont aussi, enfin, ce que je suis en train de dire est une ineptie en soi, mais se développent d'un point de vue psycho-affectif, qui je suis, qui est l'autre. Hein, je vous renvoie aux travaux sur cette question-là, qui sont très peu développés, mais en tous les cas, on ne peut pas étudier la cognition sans la mettre en rapport avec le niveau, la modalité de développement psycho-affective de la personne. Et là, je vous renvoie vraiment aux travaux de Georges Solus, hein, qui sont un peu compliqués à comprendre du premier abord, mais qui sont des vraies billes pour pouvoir comprendre où en est la personne polyhandicapée de son développement psycho-affectif. C'est-à-dire que forcément, cette personne ne va pas apprendre de la même façon, ne va pas développer sa cognition de la même façon si elle n'a pas conscience d'elle, de l'autre, si elle différencie les autres ou si tous les autres sont un peu considérés comme des autres anonymes, si au niveau sexuel, elle commence à avoir un certain nombre d'émotions du point de vue de la dynamique psycho-affective et sexuelle, ben, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut pas, on est obligé absolument de se référer où en est cette personne. Et ça a été dit ce matin, je le redis lors de mon introduction, la question de la temporalité chez ces personnes peut ne pas avoir grand-chose à voir avec la temporalité chez quelqu'un d'ordinaire, si tant est que quelqu'un d'ordinaire, ça existe. Mais en tous les cas, la perspective dynamique me semble extrêmement important. On compare la personne par rapport à elle-même et chez cette personne, on va être le plus fin possible sur les évolutions dans certains domaines de la cognition et pas dans d'autres. C'est-à-dire que la personne peut tout à fait évoluer dans ce qu'on va appeler certaines praxis et pas évoluer dans un autre domaine de la cognition. Hein, donc, c'est un kaléidoscope, cette cognition. Hein, et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose de très important, cette population, parce qu'elle elle peut nous servir aussi à revoir certains schémas. Et évidemment, donc, forcément, l'évaluation, elle est multidimensionnelle, forcément.
et plurifocale, c'est-à-dire elle est à la fois plusieurs dimensions, donc le S, et plurifocale, forcément, on va devoir avoir besoin de l'orthophoniste, de la psychomotricienne, du père, de la mère, des frères et sœurs. Hein, donc, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas l'objet, mais les petits frères et sœurs, les grands frères et sœurs ont une connaissance de la personne polyhandicapée parfois qui nous met le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas vu. Hein. Et donc, ça amène aussi toute une réflexion sur le choix des variables à prendre en compte dans l'évaluation. Et pour le CP, on a fait tout un travail avec les parents, les professionnels pour choisir ces variables devant être pris en compte pour l'évaluation des compétences collectives. Suivant. Diapo suivante. Alors, tout ce que je viens de vous raconter, quelles conséquences sur l'évaluation cognitive? Diapo suivante. Alors, je résume. Modalité d'expression univoque, quasiment inexistante, ou très peu existante. Dépendance extrême à l'autre, donc langage privé connu, partagé par qui, et il doit tenir compte de tous les sens comme participant à la construction de l'évaluation cognitive. Ça, c'est très, très important par rapport à ce qui a été dit ce matin sur la vision, sur l'audition. C'est-à-dire qu'avant de faire une évaluation des compétences cognitives, on doit, et le CP, c'est ce qu'il fait, repérer quels sont les sens les plus mobilisables pour la cognition. C'est-à-dire par quel sens va passer le désir de connaître, le plaisir à connaître. Si vous avez un enfant, un adolescent, un adulte polyhandicapé avec une hypersensibilité sensorielle, eh bien peut-être que bon, il va falloir travailler ça en rééducation, bien évidemment, hein, mais peut-être que pour les apprentissages, il va falloir passer par un autre sens plus mobilisable, plus disponible. Donc forcément, toute évaluation des compétences cognitives va passer par une meilleure compréhension de comment la personne utilise chacun de ses sens, sans en oublier aucun, y compris un sens qu'on oublie souvent, l'odorat et le goût, hein, qui peuvent être aussi des sens qui vont être extrêmement intéressants. On peut ne pas discriminer une photo, mais discriminer deux odeurs, par exemple. Bah, c'est super important parce que c'est le même processus. Hein, c'est est-ce que je différencie deux choses? Est-ce que je peux faire un choix? Donc, la question de solliciter les sens les plus mobilisables, ça suppose une observation fine pour pouvoir les identifier. Diapo suivante. Alors, donc la cognition est complexe, multifactorielle, et doit être, donc ça je l'ai déjà dit. Il faut d'abord faire un petit état des lieux qui ne peut se faire que dans une discussion entre parents et professionnels. Et je redis que les frères et sœurs sont aussi des informateurs extrêmement importants. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire de ce qu'il comprend et comment il le dit, qu'on puisse échanger là-dessus. Qui autour d'elle connaît son langage personnel, hein, qu'on puisse échanger aussi là-dessus. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit un des intervenants, je ne sais plus lequel c'était, qui disait d'envoyer les photos en cas d'hospitalisation pour que les personnes qui le reçoivent connaissent ses manières d'être. Eh bien, je crois que la question du langage personnel est aussi quelque chose d'important. On doit se mettre d'accord là-dessus. Que peut-elle, mais aussi, d'où mon intervention ce matin, que veut-elle apprendre?
pour faire, parce que apprendre, bien sûr, ça demande du travail, hein, nous sommes tous d'accord, mais apprendre, c'est aussi du plaisir, c'est aussi du désir. Du coup, on doit se demander, et je sais que j'ai beaucoup travaillé cette question avec Geneviève Petit-Pierre, il va falloir que j'essaye de comprendre ce qu'elle a envie d'apprendre. Qu'est-ce qui la mobilise aujourd'hui? De quoi elle a besoin aujourd'hui comme progrès, comme évolution? De quoi elle a besoin pour être mieux? C'est-à-dire que, par exemple, un exemple que j'avais pris lors d'une conférence, elle commence à avoir une certaine mobilité de la main et on va lui faire apprendre à fermer un rond. Bon, ben pourquoi pas, mais on doit quand même se poser la question, à quoi ça va lui servir de fermer ce rond? Quel sens ça a pour elle de faire ce tracé avec ce rond fermé? Elle peut aussi avoir besoin d'améliorer ses compétences relationnelles. C'est aussi une compétence cognitive, la compétence relationnelle. Elle peut aussi avoir besoin d'une ou deux choses pour améliorer sa qualité de vie ou pour créer des liens effectifs. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne peut pas être un prêt-à-porter universel et en fonction de son âge. Ça suppose de se poser la question, qu'est-ce qu'elle veut apprendre et qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre pour grandir le mieux possible et pour vivre le mieux possible. Hein? Et ça répond aux questions qui ont été posées ce matin. Est-ce qu'on peut apprendre tout au long de la vie? Ben, évidemment qu'on peut apprendre tout au long de la vie parce que à 40 ans, à 30 ans, eh bien, pour être bien, pour vivre le mieux possible, peut-être que ce n'est pas les mêmes compétences dont on va avoir besoin. Et que notre boulot à nous, professionnels, en tous les cas moi, mon boulot, c'est d'aider la personne à développer au maximum ce dont elle a besoin pour vivre le mieux possible. Ça n'empêche que je peux quand même imaginer qu'elle ne se rend pas compte de ce que pourrait lui apporter, je ne sais pas quelle compétence. Hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire qu'il faut toujours s'arrêter. Elle, quel sens ça a pour elle? Est-ce que ce que je suis en train d'essayer de lui apprendre, ça va vraiment améliorer sa vie relationnelle, sa qualité de vie, ses liens aux autres? C'est-à-dire se poser la question du sens de l'apprentissage pour elle. C'est-à-dire que quand un enfant entre à l'école maternelle, bah, c'est évident pour tout le monde qu'il y va pour apprendre les compétences scolaires dont il aura besoin tout au long de sa vie. C'est vrai aussi pour la personne polyhandicapée, sauf que ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Et que je pense que cette question, que veut-elle apprendre et de quel apprentissage a-t-elle besoin pour vivre le mieux possible, hein, je crois que c'est pour vivre le mieux possible et se développer le mieux possible, hein, ce qui est quand même notre but. Alors, moi, comme psychologue clinicienne, j'ai très vite, très vite, repéré les risques de ne pas évaluer les compétences cognitives. Premier risque, surestimer les compétences. Alors, je donne toujours l'exemple de cette petite fille polyhandicapée qui était en halte garderie et l'équipe était un peu découragée. Voilà, cette petite fille était plutôt bien en halte, mais l'équipe disait mais à quoi on lui sert, qu'est-ce qu'elle apprend, etc. etc. Et l'orthophoniste du service, avec l'équipe, a dit ah mais moi ce que je vous propose c'est qu'on mette en place des codes de communication gestuelle évidemment, hein. Et alors là l'équipe s'est mobilisée sur cette question
Les parents se sont aussi mobilisés sur cette question. Il y a eu pendant 3 ou 4 mois une espèce de travail collectif avec un plaisir évident dont la petite fille a bénéficié, hein, puisque tout le monde était là pour lui proposer ça. Et puis au bout de 3 ou 4 mois, on s'est aperçu que cette petite fille, elle ne pouvait pas se servir de ce type de communication. Et là, il y a eu quelque chose de très difficile pour cette petite fille parce qu'elle avait déçu les adultes. Et donc, on lui avait proposé quelque chose dont elle ne pouvait pas se saisir. Et donc, ça l'a rendu triste, ça a rendu triste les adultes. Donc, il faut faire attention de ne pas surestimer, c'est-à-dire d'évaluer vraiment où en est cet enfant et est-ce qu'elle peut à ce moment-là bénéficier de cet apprentissage. Évidemment, l'autre risque, ça a été évoqué ce matin, c'est de sous-estimer les compétences. Et alors là, du coup, eh bien, ça va être l'ennui et même ça va être quelque part une maltraitance cognitive puisqu'on ne va pas lui donner la possibilité de développer ses compétences. Donc voilà, d'où l'importance d'une évaluation un peu robuste. Hein. Il reste 10 minutes. D'accord. Alors, on va passer à la suivante et je vais passer à la présentation de l'outil peut-être. Donc, on va, ça je l'ai dit. Alors, quand même, sur l'éthique de l'évaluation, ça me semble important, puis après, je vais passer à l'outil. Je pense, et l'intervention du papa ce matin m'a beaucoup intéressée. Pour moi, il faut évaluer, mais il faut qu'on sache pourquoi on évalue, que ce soit bien clair. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je veux évaluer cet enfant, cet adolescent, cet adulte? Il ne faut jamais évaluer pour évaluer. C'est complètement inutile. Alors parfois, pour les MDPH, il faut des évaluations. Et ben voilà, l'objectif, c'est la MDPH. Mais par exemple, le cas de la petite fille en halte, je pense que là, aurait fallu qu'on prenne le temps de bien évaluer où en était cette petite fille avant de proposer ça. Donc, l'objectif doit être clair. Évidemment, à quel moment on va l'évoquer, on va l'évaluer, hein, pourquoi. Et troisième point, qui moi me semble très, très important, anticiper les effets de l'évaluation. C'est-à-dire une évaluation, ça n'est jamais neutre, jamais. Et donc, il faut qu'on puisse réfléchir, voilà, j'évalue avec cet objectif-là, quel effet ça va pouvoir avoir sur l'enfant, sur l'adolescent, sur les parents. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'on est éclairé sur les effets. Une évaluation n'est jamais neutre, ça a toujours des effets et donc c'est notre rôle à nous que les effets soient les plus positifs possibles. Par exemple, parfois les écoles nous demandent une évaluation pour attester sur le plan scientifique, entre guillemets, que cet enfant-là ne peut pas continuer ici, par exemple. Donc là, c'est à réfléchir, quoi. Hein. Voilà. Diapo suivant. On continue. Diapo suivante. Ah, dans la diapo suivante, c'est la dernière phrase qui me semble très, très important. Je n'ai pas arrêté de dire, non, voilà, je n'ai pas arrêté de dire que l'évaluation, elle est tout le temps entre parents, frères et sœurs, professionnels, mais, et le dernier point pour moi est très, très important, ne jamais renoncer à ce que la personne polyhandicapée communique elle-même quelque chose d'elle. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Il ne faut jamais renoncer à ça parce qu'on a parfois des surprises. Donc, l'observation se fait voilà, par
les proches, mais on est parfois surpris quand on dit à une personne polyhandicapée, bah, papa, il dit que sur les photos, tu ne reconnais pas papy et mamie, que parfois, il y ait des réactions intéressantes de la personne polyhandicapée. Donc, il ne faut jamais renoncer à ça. Il ne faut pas faire un bilan concernant la personne polyhandicapée sans lui en redire quelque chose. Ça, je pense que c'est quelque chose de, même si elle est très, très déficiente intellectuelle, on a parfois à apprendre beaucoup en s'adressant directement à la personne. Donc, on est dans de l'observation, mais il ne faut pas renoncer. Diapo suivante. Bon, on va faire diapo suivante, parce qu'il faudrait que j'ai le temps de présenter l'outil. Donc voilà, mise en regard des proches à l'épreuve de la validation de la personne elle-même, hein, c'est ce que je viens de dire. Diapo suivante. Voilà, donc on arrive à diapo suivante. Alors, l'objectif de l'ECP. Alors, l'ECP est un outil qui n'est pas pour moi l'outil du psychologue. Ah. C'est un outil qui doit permettre aux professionnels, aux parents, aux frères et sœurs de mettre en commun leur connaissance de ce qu'est la personne. C'est-à-dire, pour moi, c'est une grille d'observation commune. Alors, pourquoi le psychologue doit quand même avoir son rôle? C'est que j'ai dit qu'une évaluation n'est jamais neutre, qu'il y a besoin d'une sorte de synthèse de ces regards croisés, et je trouve, moi, que le psychologue est celui qui a la formation pour faire cette synthèse dans les bonnes conditions. Donc, l'objectif, il peut permettre un suivi longitudinal, hein, ce que j'ai dit. Il peut être utilisé comme médiateur d'une observation croisée. Par exemple, beaucoup de masses m'ont fait remonter qu'ils utilisaient le CP lors des rendez-vous annuels avec les familles comme un outil, un outil commun avec des questions communes. Évidemment, à toutes les étapes de la prise en charge et dans le cadre d'un bilan MDPH. Et je dois ajouter, je l'ai oublié là aussi, on peut aussi l'utiliser avant, après une intervention, hein, pour évaluer est-ce que, par exemple, une équipe l'a utilisé de façon très intéressante avant le fait de proposer une activité dans la salle Snoezelen et après. Hein, donc, voilà, ça peut aussi servir à ça. Diapo suivante. Alors, les objectifs, donc il y a une échelle de compétences cognitives au pluriel, donc qui identifie les compétences et les déficiences, bien sûr, qui identifie les canaux sensoriels et moteurs les plus mobilisables, hein, c'est ce que j'ai évoqué, qui identifie les modalités d'expression habituelles de la personne. On s'est un peu basé là sur l'échelle de la douleur de San Salvador, hein, en analysant l'habituel pour évaluer mieux le temps après. Et on a ajouté sur le CP, et c'est en train d'être développé, il y a 2 thèses sous ma direction sur cette question, sur les signes de souffrance psychique. Donc, ça permet de participer à l'évaluation des compétences, évidemment, à la construction du projet d'accompagnement individualisé, à l'évaluation d'une intervention, c'est ce que j'ai dit, et au travail d'orientation. Diapo suivante. Donc ça, on peut passer, je l'ai déjà dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à ce qu'on appelle un profil de compétence. C'est-à-dire, le profil de compétence, il permet de comprendre les différences perçues par les parents, l'orthophoniste, la psychomotricienne, la psychologue, mais sans chercher à faire une moyenne ou une norme. Par exemple, on va dire à l'orthophoniste, ah bah tiens, c'est curieux, toi,
en mémoire, tu trouves qu'il est plutôt compétent, alors que moi, psychologue, je ne trouve pas trop. L'idée n'est pas de dire la psychologue a tort et l'orthophoniste a raison, c'est l'idée de demander à l'orthophoniste qu'est-ce qui lui permet de dire ça et de demander à la psychologue qu'est-ce qui te permet de dire ça. Même chose avec les parents, c'est-à-dire on ne part pas du fait qu'il y en a un qui sait mieux que l'autre, par contre on va amener chacun à pouvoir dire pourquoi moi je pense ça. Diapo suivante. Alors, donc ça, je vais en parler à la fin. Diapo suivante. Trop vite. Alors, comment est-ce que l'outil est structuré? Une fiche de renseignement concernant la personne en situation de polyhandicap et les conditions de passation de l'échelle. Avec une échelle 1 de réactivité, qui est la sorte d'état habituel. Alors, je le dis que moi, par exemple, les 2 thèses que je suis en train de diriger utilisent cette échelle 1 pour identifier les personnes qu'elles vont recruter dans leur cohorte. L'échelle 2, qui est l'évaluation cognitive, et l'échelle 3, qui est l'évaluation de l'état affectif et émotionnel. Chaque échelle peut s'utiliser de façon indépendante. Diapo suivante. Alors, les cotations. Alors, on a beaucoup évolué dans les cotations. Elles sont en 4. Alors, très important, impossible et ne sait pas. Impossible, évidemment, si vous dites à un enfant qui a une cécité totale, est-ce qu'il différencie sur la photo? C'est impossible pour lui. Je ne sais pas, c'est que je ne peux pas répondre à la question. Je ne le connais pas assez. Et ça, c'est très important parce que dans le suivi longitudinal, c'est très intéressant de voir si le ne sait pas augmente, diminue ou reste pareil. Hein, le ne sait pas, c'est je ne connais pas suffisamment cette personne pour y répondre. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le dialogue au niveau des équipes. Hein. Tiens, je ne sais pas répondre à cette question, mais peut-être que je vais observer et que lors de la prochaine passation, je saurai répondre à ça. Avec jamais observé, rarement observé, souvent observé et systématiquement observé. On a rajouté, après le travail avec les parents et les professionnels, diapo suivante. Diapo suivante. Ah, il en manque. Voilà, celle-là. On a rajouté quelque chose qui est en cours d'acquisition. Donc, rarement observé et ou en cours d'acquisition, souvent observé et ou en cours d'acquisition, systématiquement observé et totalement acquis. Parce que selon les items, effectivement, on était plutôt dans le cours d'acquisition que dans l'observation. Diapo suivante. Alors, l'échelle se présente comme ça, avec une partie commentaire très importante. Hein, c'est-à-dire, donc là, on a l'état habituel oropharyngé, émission, cri sonore, vocalise, tout. Donc là, c'est l'état habituel quand il ne se passe rien de spatial. Est-ce que c'est une personne qui a des émissions sonores, des cris, des vocalises, des tout, des jugements? C'est-à-dire, comment est-ce que, quand tout va bien, qu'elle n'est pas malade, donc ça va nous donner une espèce de profil de la personne qui peut être utilisée quand quelque chose ne va pas bien, par exemple. Hein. Donc là, on est vraiment dans le modèle de l'échelle de la douleur de San Salvador, c'est-à-dire un état basal qu'on va pouvoir comparer à un autre état, à un autre moment. Donc ça, c'est l'échelle qu'on a appelée de réactivité, c'est-à-dire qui nous permet de nous mettre d'accord sur, voilà, quand il s'exprime, est-ce que c'est plutôt des émissions sonores? Est-ce que c'est des mimiques de visage? Est-ce que c'est des modifications de tonus? Voilà, donc on a essayé de répertorier avec la littérature scientifique les différentes modalités de réactivité. Diapo suivante.
Gine, désolée, on est modérateur du temps. On te laisse 10 minutes de plus que ton Oui, temps. c'est très bien. Ça ne va pas être plus que ça. Donc, l'échelle 2, qui est l'échelle des compétences cognitives, avec plusieurs catégories que je ne vais pas développer là, hein, mais avec une sous-échelle complémentaire qui nous a été demandée par les parents, mais qu'on a voulu mettre en complémentaire parce que si on répond 4 à cette échelle complémentaire, alors on peut penser que le CP n'est plus vraiment le bon outil. Hein, est actif dans les situations d'apprentissage, peut faire preuve d'initiative, fait semblant, fait preuve de créativité, prend plaisir et intérêt à laisser une trace sur une feuille, à dessiner et à gribouiller. Donc, je dirais qu'on l'a mis, notre objectif, hein, c'est que les familles et les professionnels prennent plaisir à remplir et qu'il y ait toujours des choses où on puisse dire que c'est en cours d'acquisition ou que c'est acquis. Hein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'on mette jamais partout. C'est-à-dire que moi, je pense qu'un ECP passé à un enfant, un adolescent dans lequel il y aurait un partout, je pense que l'objectif de cette passation était à côté. L'objectif, c'est pas ça. Hein. L'objectif, c'est bien d'arriver à identifier des différences de compétences, mais il faut qu'on reste vraiment dans le panel, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, hein, mais toujours dans le plaisir. Donc, alors, les échelles de compétences, elles ont été construites, modifiées avec les parents, bien évidemment. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Donc, c'est une échelle qu'on a ajoutée et qui va demander à être développée. Je vous ai dit, il y a 2 thèses en cours sur cette question, sur l'évaluation de l'état affectif émotionnel. Alors, comment elle fonctionne cette échelle? Eh bien, il y a en début l'état habituel et affectif émotionnel de la personne. Et là, on a l'état affectif émotionnel quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour cette personne. C'est-à-dire ça permet, parents professionnels, d'objectiver, il y a des vrais signes de souffrance psychique chez cette personne, hein, et d'en discuter. Par exemple, perte d'une ou plusieurs compétences, acquisition d'une ou plusieurs compétences, hein, parce que aggravation de son état de santé, amélioration de son état de santé, changements familiaux vécus, c'est-à-dire que là, on va essayer, on reprend l'échelle 1, on voit qu'est-ce qui a changé, et après, on essaye de discuter pour comprendre comment comprendre ces signes de souffrance psychique. Donc, la souffrance psychique, il y a une état de base qui est dans l'échelle 1. Vous trouvez que l'ado, il va pas bien, hein, qu'il présente des signes de souffrance psychique. À ce moment-là, vous remplissez à nouveau l'échelle d'état de base de l'état affectif et vous en discutez avec les professionnels. Vous voyez, d'habitude, cet enfant-là, il rit tout le temps. Pour moi, il ne rit plus. Est-ce que la psychologue est d'accord? Est-ce que le père est d'accord? Est-ce que la mère est d'accord? Cet enfant, il dormait bien, maintenant, il dort plus bien. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur, il y a vraiment un signe de souffrance psychique, hein, qui nous, eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces signes de souffrance psychique. Mais ça, c'est une... Alors, elle est beaucoup utilisée, en fait, cette échelle. Pour moi, elle va demander à être affinée. Hein, c'est en cours, mais en l'état, apparemment, elle a une certaine utilité au niveau des professionnels. Diapo suivante. Ah, voilà, vous avez des exemples. A plutôt été joyeuse, gaie, a montré facilement plaisir à être soutenue et souriante. Voilà, est-ce que c'est ça son état habituel? Elle s'est montrée angoissée, stressée,
Donc, est-ce qu'habituellement, elle est angoissée, stressée, hein? C'est-à-dire qu'on va faire comme ça un check-in pour se mettre bien d'accord qu'on a vraiment les signes d'une souffrance psychique. Diapo suivante. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Diapo suivante. Alors, on aboutit pour le profil de compétence à quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant dans ce profil, c'est que finalement, il y a des grandes différences entre les proches et les professionnels, le professionnel, mais que, et c'est ça qui est quand même intéressant, on a quand même une même forme. C'est-à-dire tout le monde est quand même d'accord pour dire que ce qui est le plus mobilisable, c'est la capacité d'attention. Donc c'est un sujet dont on peut retenir facilement l'attention. Tout le monde est d'accord pour dire que les capacités sensorielles sont pas très mobilisables. Par contre, tout le monde avec des niveaux différents est d'accord pour dire que les compétences socio-émotionnelles sont relativement importantes et que les capacités de raisonnement sont relativement importantes. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, après, ce que j'ai expliqué, c'est de discuter entre nous. Donc, parfois, on a des courbes qui sont très différentes. Celle-là, elle n'est pas très différente, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de dire les parents surestiment et les professionnels sous-estiment, ça, c'est pas notre problème. Par contre, que les parents puissent expliquer pourquoi moi, je trouve qu'elle a des bonnes compétences spatiales et temporelles et que la professionnelle, elle trouve que c'est pas forcément la compétence la plus importante, eh bien, ça permet d'en discuter. Sur quoi vous vous basez? Hein, voilà, donc je dirais que c'est un profil qui sert vraiment de base de dialogue entre les personnes qui ont rempli l'échelle, et on peut imaginer qu'il y a un kiné qui remplisse, une orthophoniste, une psychomote, et qu'on compare comment chacun a repéré les compétences de chacun des personnes. Et vous voyez que dans mon langage, je parle plutôt de compétences que de déficience, hein. Je crois que c'est aussi important. Évidemment, quand je vois compétences sensorielles de la psychologue à quasiment 5, on se dit que là, il y a une déficience. Mais ce n'est pas la même chose que de dire que, par exemple, effectivement, les compétences en matière sensorielle sont beaucoup moins importantes que celles dans la capacité à se repérer sur le plan spatial et temporel. Diapo suivante. Alors, les comptes rendus. 3 minutes. En 1 minute, c'est ça? C'est déjà fini? Ouais, 3 minutes. Ah, ça va! Bon, les comptes rendus, ils peuvent être sous des comptes rendus d'observation. Hein, je dirais qu'on met dans le dossier de l'enfant, enfin de l'enfant de l'ado, c'est un document de travail. Il peut rester un médiateur pour l'observation dans la relation parent-professionnel, pourquoi pas. Et il peut participer du bilan psychologique dans le cadre des MDPH ou dans le cadre de l'adresse de la personne à un autre service. Diapo suivante. Alors, les perspectives. Alors, si mes journées faisaient 48 heures, j'aurais déjà lancé la révision de l'ECP, en particulier notre désir était de récupérer ce que les utilisateurs de l'ECP ont fait de l'ECP, quelles critiques ils en font, quelles suggestions ils feraient et à quoi ça devrait leur servir. Donc c'est un projet qu'on a. Dès que j'aurai un peu de temps, je vais le mettre en place. Si un chercheur veut le faire, je n'aurai
aucun, enfin, je pense que ce serait vraiment bien de le faire. Hein, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et on a l'idée d'une version informatique. Mais même chose, je ne suis pas informaticienne, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Si une équipe, parmi ceux qui nous écoutent, si une équipe veut se lancer dans ce projet, moi je serai très très soutenante. Si je ne l'ai pas fait, c'est une question de temps. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment une révision de l'outil et qu'on comprenne mieux à quoi il sert et ses limites. Et dernière diapo, j'ai fini. Bon, la biblio, dernière diapo. Voilà, effectivement, je dois dire merci à la CNSA hein, qui nous a financé cette révision de l'ECP. Merci aussi au CESAP qui a été un partenaire absolument central, soutenant, qui nous a beaucoup aidé sur plein de plans et qui actuellement diffuse l'outil et qui serait tout à fait preneur d'une recherche dans l'après-coup de l'ECP, puis APF Andlas qui avait activement participé à la validation du P2CJP, qui était la première version de l'ECP. Et évidemment, un grand merci aux professionnels, aux familles, aux établissements qui nous ont fait confiance pour cette étude. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, voilà, merci à vous, Mme Sel. C'était vraiment très intéressant, très passionnant. Et je pense que les personnes pourront revoir donc sur la vidéo qui sera faite et pourra relire un peu tout et vous écouter avec plaisir. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées, qui ont été recueillies par chat par Bruno Chevrier, donc je ne vais pas traîner pour lui donner la parole. En tout cas, on a eu vraiment cet outil qui remplace l'ancien outil, on suppose qu'il va peut-être encore être révisé et donc il y aura encore tout un avenir pour le CP. Voilà, à Bruno Chevrier, merci. Oui, alors effectivement, il y a eu quelques questions, puis aussi des échanges hein, au niveau du chat. J'en profite pour rassurer une nouvelle fois, le colloque est enregistré intégralement et on mettra évidemment à disposition si les intervenants n'y voient pas d'inconvénient, leur support de diaporama, parce qu'effectivement, c'était tellement riche qu'on a dû aller assez vite sur la fin. Il y a évidemment plusieurs questions très concrètes. Où peut-on trouver cette grille? Il y a un des participants qui a mis un lien pour avoir accès en PDF au livret. Mais là, la question un petit peu générale, c'est voilà, si une équipe veut s'équiper avec cette grille, comment la trouver et comment s'y former? Alors, il y a deux questions. Comment la trouver? Il est commercialisé par le CESAP Formation. Hein, donc, il faut l'acheter et il est voilà. Alors, se former à l'outil. Donc ça, c'est une question qu'on a beaucoup discuté avec CESAP Formation. Pour moi, cet outil-là ne demande pas de formation particulière. Si ce n'est une formation à l'observation. Mais pour moi, c'est une échelle qui ne demande pas de formation particulière, qui doit être, on l'a voulu la plus ergonomique possible, la plus conviviale possible. Et donc, pour moi, elle ne demande pas une formation particulière. Après, la remplir peut donner envie de s'informer sur la cognition et le polyhandicap, mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Il y a eu aussi une série de questions sur, parce que vous avez évoqué l'importance de la pluridisciplinarité, du regard croisé, etc. Et il y a eu des questions sur qui est habilité, est-ce que cette grille peut être utilisée par différents... voilà, il y a une sorte de, pas d'inquiétude, mais de demande de précision là-dessus. Est-ce qu'il faut quand même... je comprends les précisions. Alors, je ne sais pas si c'est des psychologues ou des non-psychologues
qui pose cette question. Le P2CJP avait clairement été créé par des psychologues pour des psychologues, très clairement, comme outil du psychologue. Le CP, pour moi, n'est pas l'outil du psychologue. Il peut être utilisé. Il n'y a pas de labellisation pour l'utiliser. Il y a pas. Par contre, c'est ce que j'ai dit dans ma conférence et mon expérience clinique me permet d'affirmer fort. Aucune échelle remplie n'est neutre. Oui. Donc, il faut quand même ne pas l'utiliser. Enfin, il faut bien la lire. Il faut bien se dire la personne qui va remplir, qu'est-ce que ça peut mobiliser chez elle. Je dirais que pour moi, c'est des précautions éthiques et déontologiques plutôt que. Mais pour moi, ça n'est pas l'outil du psychologue. Ça ne veut pas dire que le psychologue ne doit pas pouvoir. Enfin, à mon avis, c'est très utile que le psychologue intervienne. Est-ce que c'est opportun d'utiliser cette échelle-là à ce moment-là pour cette personne-là? Voilà. Mais pour moi, c'est pas l'outil du psychologue. D'accord. Très clairement. Merci. Alors, je sais qu'il y a des collègues psychologues qui vont peut-être pas être contents, mais il a été conçu pour ça, hein, avec un vocabulaire. Oui. Alors, si on le révise, pour moi, on va le réviser aussi dans la manière dont certains items sont rédigés pour que ce soit encore plus clair. Très bien. Il y avait ensuite quelques petites questions, dont une notamment sur l'aspect sensoriel. Vous avez évoqué à juste titre le fait qu'il était difficile de se mettre à la place de la personne polyhandicapée et d'appréhender son univers sensoriel. Et donc, la question, c'était un peu comment peut-on être sûr de nos évaluations, surtout sensorielles. C'est-à-dire que des fois, on prête, c'est pas facile, il y a une marge d'erreur quand même possible. Alors, ce qu'évoque cette personne, et je ne l'ai pas laissé dans la diapo parce que j'avais déjà beaucoup de temps, donc c'est tout ce qui concerne l'interprétation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très complexe dans le polyhandicap. C'est-à-dire, j'ai l'impression que il n'aime pas que je lui touche la tête, par exemple. Hein. Mais quel sens ça a pour lui? Est-ce que quand je lui touche la tête, sensoriellement, ça lui fait mal et du coup, voilà. Est-ce que c'est le fait de la main qui s'approche? Est-ce que c'est un toucher qui n'est pas agréable? Est-ce que c'est toute la question de l'interprétation et c'est l'exemple que je donnais de la jeune fille qui tire la langue. Hein, c'est-à-dire comment. Alors, il n'y a pas de remède, enfin, il n'y a pas de réponse simple. Les deux réponses dont je suis sûre, une observation fine. Ça, c'est vraiment le. Et la deuxième, la confrontation entre plusieurs observateurs. Je pense que c'est ça qui va nous permettre. Moi, par exemple, j'aime beaucoup quand les petits avec lesquels je travaille ont souvent des hypersensibilités des pieds. Et c'est extrêmement intéressant de parler avec les parents. Est-ce que c'est pareil quand il est dans le sable? Est-ce que c'est pareil dans l'eau? Est-ce que c'est pareil pour qu'on puisse, avec des observations plurielles, approcher au plus près qu'est-ce qui est le plus gênant pour cet enfant et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider le plus. Très bien, merci. Alors, je pense que là, j'ai évoqué les principales questions. Il y a eu d'autres remarques. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance, Bruno Paulet, voulait dire quelques mots? Bruno. Je ne veux pas prendre la place de quelqu'un. Si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas. Vous, si quelqu'un a une question, on est très nombreux, évidemment, ça n'est pas très simple. Dans l'immédiat, moi, je voudrais d'abord remercier beaucoup Régine Selle de cette présentation et puis saisir une chance en quelque sorte. On est là, 200, 250 personnes réunies autour du thème des intelligences des personnes polyhandicapées et vous parlez d'une nécessité de suivi de l'outil, voire même d'une nécessité de révision de l'outil. Donc, je me dis, il y a peut-être une chance à saisir là. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'organiser, de
débaucher une dynamique qui pourrait vous aider et nous aider tous et aider surtout les personnes polyhandicapées dans la recherche de leur bien-être et de leur épanouissement personnel et social. Donc, vous aider à faire évoluer, réviser cet outil. Je me demande, je réfléchis tout haut, est-ce qu'on ne peut pas se dire, par exemple, eh bien, on est en décembre 2020, on se réunit tous, on se retrouve tous en décembre 2021, et dans l'intervalle, on décide tous, chacun dans nos établissements, d'avoir, je ne sais pas, moi c'est peut-être idiot ce que je dis, mais d'avoir utilisé cet outil auprès de 4 ou 5 personnes polyhandicapées, peut-être à 3 fois dans l'année auprès de la même personne, et puis de vous faire remonter en fin d'année nos observations. Enfin, est-ce on pourrait peut-être organiser une dynamique comme celle-là, parce que vous aviez déjà à plusieurs reprises, et très gentiment et de façon très généreuse, ouvert vos portes, si je puis dire, à une collaboration, et de nouveau là, et à juste titre, vous proposez qu'effectivement, tous nous puissions travailler à cette évaluation de l'outil. Moi, je me dis, il faut peut-être essayer de le formaliser, et c'en est peut-être le moment, puisque là, encore une fois, sont là réunies des personnes qui s'intéressent spécifiquement à cette thématique des richesses cognitives des personnes polyhandicapées. Alors, je ne sais pas, moi, je vous laisse répondre, mais je vous tends la perche et je serai volontiers organisateur d'une espèce de dynamique pour vous aider très modestement à réviser, enfin, à continuer à faire évoluer cet outil. Madame Selle, est-ce que vous saisissez la perche? Régine, on ne vous entend pas. Le micro est coupé. Il faut remettre le micro. Mon micro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que je l'ai déjà fait 2 fois, et là, je viens de terminer une recherche sur les relations entre enfants 0-6 ans avec la même méthodologie. Ça demande une équipe de chercheurs quand même qui vont piloter l'ensemble. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas ce temps disponible. Donc, si parce que ça demande beaucoup de… si vous voulez, sur la méthode, moi, maintenant, je connais par cœur cette méthode, hein, comment travailler avec les professionnels, comment faire remonter, comment faire… Mais ça demande une équipe de chercheurs qui vont piloter ça, qui vont… et donc, il faut que cette équipe… elle ait le temps pour le faire. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas. Peut-être que d'ici 6 mois, je l'aurai. C'est pour ça que je disais que moi, cet outil, je le mets à disposition de la communauté, hein, vraiment. Moi, je serais très ravie, parce que c'était mon idée depuis le début, qu'on puisse en faire une révision, et surtout qu'on ait des remontées des utilisateurs. Hein. Pour moi, c'était… sauf que c'est beaucoup de temps. Et que ça demande qu'une équipe de recherche auquel je veux bien participer, mais la piloter, c'est beaucoup de temps. Et il faut que ce soit piloté, sinon, c'est pas bien fait. Hein, donc, il faut que… Donc, j'y réfléchis. On s'est rencontrés déjà plusieurs fois avec le CESAP. En tous les cas, moi, je suis ouverte à toute collaboration. Mais aujourd'hui, compte tenu de mes responsabilités diverses et variées, là, je viens de terminer une recherche. Bon, bref, je ne vous raconte pas ma vie. Mais si une équipe de chercheurs connaissant la méthodologie partenariale, ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est une méthodologie particulière, veut prendre au bon cette question et faire une révision de l'ECP, alors là, moi, je veux tout à fait bien y participer, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps nécessaire pour la piloter. Et puis, je suis quand même à la limite de mes compétences, je dois dire, parce que mon domaine, c'est quand même la clinique patho et pas les outils. Voilà, mais je suis ouverte. Donc, peut-être qu'après ce colloque, un chercheur me dira, moi, mon labo est très intéressé, on connaît cette méthode, et moi, je veux bien à ce moment-là qu'on fasse une réunion, et puis on met les choses sur pied. Au contraire, moi, j'y serais extrêmement favorable. Merci.